Lecture à la lampe de poche. La lampe de poche, je l'ai mise là, juste derrière. Un supplice plus odieux encore que tous les autres exista pour lui, le bruit, qui tuait tout sommeil, tout repos, toute réflexion. Par un phénomène acoustique dont il eut dès le premier jour la perception, les chocs et les paroles venaient retentir à la voûte de sa casemate. Le factionnaire, placé sous sa fenêtre, était relevé toutes les demi-heures avec grand fracas de qui-vive, de montée et de descente de la plateforme pour changer aussi les sentinelles. Toute la nuit, c'était des rondes d'officiers, de sous-officiers, des patrouilles, des cris faisant sursauter Blanqui, endormi près de la fenêtre ouverte. Il note qu'à chaque changement de garnison, la première nuit était calme, que le lendemain seulement, après les instructions données, les hurlements éclataient avec toute la vigueur de poitrine neuve. Il ajoute « Le vacarme de jour était pire encore que le vacarme de nuit. La cantinière, douée d'une voix formidable et de prétentions musicales plus formidables encore, poussait du matin au soir des chants aigus qui perçaient les murs de granit. Le fort retentissait de ses notes furibondes. Ces deux enfants luttaient à l'envi de beuglement avec leur mère. Le mari, portier consigne et geôlier de mélodrame, façon Pixérécourt, faisait chorus d'une voix fausse. Les soldats joignaient à ce concert de 4 ou 5 chansons, celui de 4 ou 5 chansons simultanées. Les deux moutards, quand la voix leur manquait, cognaient à tour de bras avec des triques sur les tables et les portes. Cet épouvantable charivari venait s'engouffrer dans la casemate, et le pauvre embastillé passait des heures entières les doigts enfoncés dans ses oreilles pour échapper à la folie et à une fièvre cérébrale. Il avait enfin fait venir de la cire pour se boucher les oreilles, espérant ainsi se soustraire au supplice, mais au bout de 3 jours, les conduits auditifs s'étaient enflammés et il a dû subir le vacarme. Le dialogue suivant s'échange entre lui et le commandant du fort. « Vous m'avez enfermé dans un tombeau. Vous me devez au moins la paix du tombeau. Je ne puis empêcher de chanter des gens qui s'ennuient. Mais dans aucune prison de pareil scandale ne serait toléré. Le silence règne dans les maisons d'arrêt, dans les maisons centrales, partout où il y a des détenus. Il devrait régner aussi dans votre Bastille. Ceci n'est ni une Bastille ni une prison, c'est une caserne. Une caserne, mais une caserne ne renferme pas de prisonniers politiques, des masques de fer auxquels il est interdit de dire un seul mot à qui que ce soit. J'en suis là, moi. Il m'est défendu d'adresser la parole à personne, et il est plus sévèrement encore défendu de me parler. Oui, vous êtes une manière de masque de fer. Certes, et je n'habite pas une caserne. La cour et les corridors d'une caserne ne sont pas encombrés toute la nuit de rondes, de patrouilles, de factionnaires hurlant des qui-vive à se briser les poumons. On y dort en paix. Votre prétendue caserne est un fort de Fenestrelle, une Bastille de Louis XIV, premier échantillon du retour à l'Ancien Régime. Cette Bastille est une violation de toutes les lois. Elle n'est soumise à aucun règlement. C'est l'arbitraire de la vieille monarchie. On m'y a introduit clandestinement, au milieu d'une nuit noire. Il ne s'y trouve pas de greffe. Je n'ai pas été écroué. Je n'ai pas aperçu depuis 8 mois l'ombre d'un magistrat, civil ou militaire. Je suis à la merci de violences sans responsabilité. Votre situation est bien simple. Vous êtes ici prisonnier de guerre. Je vous considère et traite comme tel. Quelle est cette décision ? Prisonnier de guerre, moi ? Pardon. Quelle est cette dérision ? Prisonnier de guerre, moi ? Je n'ai pas été pris en guerre. Je suis un condamné politique contumace. Et puis, où a-t-on vu qu'un prisonnier de guerre soit séquestré de jour et de nuit dans une casemate lambrissée de salpêtre, privé de toute communication au dehors, ne prenant l'air qu'entre 2 soldats, le sabre sur la poitrine ? Depuis quand, dit-on à un prisonnier de guerre, à la première apparence d'un secours extérieur, vous serez fusillé et on ne livrera que votre cadavre ? Bastille de l'Ancien Régime, le fort du Taureau inaugure la restauration des Bastilles. Du moins, l'Ancien Régime nourrissait les prisonniers. Tenir une rubrique de lecture sur le web, pourquoi pas ? Et des beaux livres, j'en reçois, même des choses qui font vachement plaisir. Hier matin, dans la boîte aux lettres, il y avait quoi ? Claude Ponty. Quelques jours avant, qu'est-ce qu'il y avait ? Écoutez ce titre. Comment rester immobile quand on est en feu ? Magnifique truc graphique, des éditions de l'Ogre qui ont aussi publié récemment Fabien Clouette, Marie Connet, Cordélia en guerre.
des Lyonnais qui font un drôle de boulot. Qu'est-ce que j'ai aussi? Des Nantais. Là, je suis dedans, mais je ferai un truc aussi. Spinoza en Chine. Quelle idée, aller avec Spinoza en Chine. Il y en a de la Chine, tout ça. Marc Perrin, Spinoza in China, édition Dernier Télégramme. Il y a des trucs majeurs qui sortent, et puis on peut toujours rentrer dans les vieux livres. Tiens, qu'est-ce que je lis en ce moment? Tous ces fragments de Bolaño qui s'appellent Envers, merveilleux aussi. Mais en même temps, putain merde, on a la poisse, quoi. À quoi ça sert? Si c'est évidemment s'enfuir, on peut, on a toutes nos bibliothèques pour s'enfuir, et heureusement qu'on a ça. Simplement, à quel moment lire, ça peut être du combat, et à quel moment, ce qui serait peut-être nouveau en ce moment, c'est quoi? C'est à quoi ça sert à rien le combat? Merde, où on en est par rapport à cette nuit qui nous entoure, et puis à ces réponses idiotes faites à la nuit, à cette arrogance de pouvoir quand ça finit pas de s'écrouler, et puis en même temps, elle nous demande quand même d'aller voter pour lui, parce que sinon ce serait pire. C'est quelque part, bon, c'est quand même l'horizon qui se délite. Alors, où sont les livres qui permettent de tenir? Ben, là, moi, je réponds Blanqui. Vous savez cet aphorisme de Walter Benjamin, qui fait bon relire en ce moment aussi, ou ouvrir tout le temps, mais enfin bon, Benjamin c'est tout le temps, depuis 30 ans. Pourquoi ne se révolte-t-il pas? Lui, il s'arrête là, ça lui suffit. Il y a aussi cette figure de l'Angelus Novus de Klee. Vous savez, cet ange projeté par le futur, par une espèce d'explosion de désastre. Simplement, il y est projeté le dos, comme ça, qui s'en va dans la nuit. Ça, c'est Benjamin. Moi, c'est Benjamin qui m'a amené à Blanqui. Dans les années 80, c'est un philosophe qui s'appelle Miguel Abansour qui avait créé cette collection Futur antérieur. Et derrière ce slogan. Vous arrivez à lire? L'anarchie régulière est l'avenir de l'humanité. Maintenant le livre. Auguste Blanqui, Instruction pour une prise d'armes, l'éternité par les astres. L'éternité par les astres, c'est ça vers quoi Benjamin nous envoyait. Vous savez, le fort du Taureau, s'il y a des Bretons ou des gens qui aiment la Bretagne ici, vous savez, cette espèce de baie vers Morlaix, donc tout au bout, un des coins les plus injoignables, puis cette espèce de construction ovale, minuscule, qui est en plein dans l'estuaire. Et aujourd'hui, ça appartient à la DRAC, aux affaires culturelles. Dans cette fin du 19e siècle, c'est là qu'on enferme Blanqui pour ses tout derniers jours. Blanqui qui a connu la Révolution de 1830, qui a connu la Révolution de 1848, et puis après, chaque fois, le Bagne, le Mont-Saint-Michel, et puis Belle-Île-en-Mer, et puis donc le Fort du Taureau, et puis chaque fois, retour à Paris, la ville, la foule, et en même temps, dans ce grouillement, la question posée sans arrêt du politique, la question de être à contre du romantisme, se révolter, conduire ou aider ou pousser ou emporter ou contribuer modestement à ce qui fait cette dignité tout le temps de l'homme debout, et puis en même temps ça rate et ça rate et ça rate, et à chaque fois à qui on le fait payer, des gens comme Barbès, et puis lui, Louis-Auguste Blanqui. Et au château du Taureau, il y a cet écrit qui sort, donc c'est une espèce... Qu'est-ce qu'il peut voir? Le ciel, à l'œil nu, il n'y a rien d'autre. Contemplation de tout ce qui se multiplie de lumière. Et puis donc, sur cette réflexion sur l'infini, et puis si au bout de l'infini, il y a un autre infini, puis encore un autre infini, qu'on puisse milliarder à l'infini, ça c'est la formule de Blanqui, eh bien, il y aura un endroit où non seulement il y aura une planète comme la nôtre, nous c'est là un petit peu où juste on commence à revenir, mais une où le destin aurait été exactement comme la nôtre, une où l'histoire aurait pu se faire, milliardons, exactement comme là où nous on est rendu. Et puis dans celle-ci, la révolution, elle aurait réussi. Voilà la vengeance ultime de Blanqui dans ce texte qui s'appelle L'éternité par les astres, que maintenant on trouve facilement sur n'importe quelle plateforme de téléchargement gratuit, mais je vous assure que dans ces tout débuts des années 80, quand Abansour l'a republié,
qu'est-ce qu'on était fiers d'aller se le procurer. Et ce qui est bizarre, c'est que 100 ans après, on a toujours l'impression, enfin presque plutôt 150 ans après, que le destin de Blanqui est toujours sous une espèce de chape. La chape, les lettres ne sont pas rééditées, ces textes même, on a pas mal de collections. Moi, autrefois, je collectionnais ça chez les bouquinistes, le merveilleux travail d'un gars qui s'appelait Maurice Domanger. Mais toutes les tentatives se sont cassées la gueule une à une. L'édition, ça l'intéresse pas, on a autre chose à faire. Il n'y a pas de cul. Alors il y avait ce livre légendaire, L'Enfermé, Gustave Geffroy. Gustave Geffroy, vous savez, c'est un type qui écrit sur l'art. En même temps, c'est un type qui, précisément, écrit sur l'art parce que dans son temps, cette espèce de plein de trucs comme ça, un passionné de Baudelaire, un gars qui a écrit sur Constantin Guy, c'est le type sur lequel Baudelaire fait ce texte un petit peu culminant qui s'appelle Le peintre de la vie moderne. Et Geffroy, en même temps, une espèce cloisonné comme une espèce de journaliste de luxe. Alors qu'en même temps, précisément, c'est ça qui change, ce type-là. Si je veux intervenir, comment je me sors de la routine du petit roman à 2 balles? Eh bien, Geffroy, il a trouvé ce truc-là. Allons faire ça. Où ils sont les gens qui réfléchissent et les gens qui inventent. Et puis, dans ce parcours, lui revient à la figure de Blanqui et fait une biographie de Blanqui. C'est pas simplement une biographie. Ce qui est bizarre pour moi, c'est comment j'ai jamais pu lire le livre de Geffroy sur Blanqui sans penser à Baudelaire. Baudelaire, biographie impossible. Donc, à un moment donné, aller chercher qu'est-ce qui en serait le plus exact équivalent. Ces espèces de petites silhouettes minuscules qui sont capables de faire capoter des mondes. Baudelaire, c'est dans la langue. Et Blanqui, lui, c'est quand il rentre dans un de ces clubs en 1830, comme ça, de retour de la barricade, et qui prononce cette parole, peut-être même apocryphe, mais accordons-la lui, enfoncer les romantiques. Bio de Blanqui. Ça vous intéresse? Non, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ouais, mais en même temps, prenez par exemple, qu'est-ce qu'il fait Geffroy? À un moment donné, il part 4 pages sur l'intitulé de tous ces clubs politiques dans ces périodes comme ça de l'avant 1830. On a une espèce de création verbale formidable. Qu'est-ce qu'il prend? La description de Paris. Il le connaît, Paris, parce que lui, Paris, il l'a appris par Baudelaire. C'est le Paris, justement, cette question tout le temps, comment l'insurrection refabrique le portrait de la ville. Aussi bien par Mérion, Constantin Guy aussi, que tout ça. Et ça, Geoffroy, c'est une espèce aussi, Geffroy, pardon, c'est une espèce j'allais dire de soulèvement de Paris. Paris qui se soulève, on connaît. Mais ressoulever la ville, la présenter comme ça. Et à ce moment-là, celui qui la soulève, celui qui fait que ce soir-là, non seulement il y aura des barricades, mais qu'on saura s'en servir et qu'on saura organiser la prise d'armes, et la prise d'armes violente, toujours ce texte de Blanqui, Instruction pour une prise d'armes, et relire un petit peu ces questions du droit à la violence, de la question de la réponse à la violence. Là encore, aujourd'hui, est-ce que ça ne mérite pas que ce soit peut-être un petit peu ça notre méthode de recul, notre méthode pour afficher un peu de pensée? Non, on n'a pas à mettre notre pensée en leçon par rapport aux autres, mais du moins leur dire, bon, on a le droit à l'écart, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit au non consensuel, on a le droit à ce qui est justement ce qu'on porte en nous-mêmes, de tous ceux qui ont été là avant nous et qui ont construit ça aussi. Pas l'utopie. L'utopie, il y a longtemps qu'on est dans les notions d'utopie négative, tous ces trucs-là. Mais juste ça. Les vieux schémas, non, marre. Et c'est ça qui fait Gustave Geffroy dans cette espèce de ponctuation majeure. Et Paris, qui serait ponctué immédiatement par ces figures de bagne, de prison et d'isolement. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre qui existe entre la foule et l'insurrection parisienne. De toute façon, ça a été ça, la vie de Blanqui. Et puis, de l'autre côté, l'arrivée au Mont-Saint-Michel. Et puis, dans cette espèce de pointe émergée, comme ça, glacée, comme la visite aujourd'hui encore est toujours si passionnante.
euh, ces espèces de cages en bois et en fer, et comment on traite les bons hommes là-dedans. Et idem, cette espèce de bagne. Des bagnes, il y en a de l'autre côté des mers. On en verra Louise Michel de l'autre côté de la mer. Mais quand on les met ensemble avec les Barbès et tout ça, à Belle-Île-en-Mer, on a la visite par Flaubert aussi, par les chants et par les grèves de ce bagne. C'est ça que se met à faire exister Gustave Geffroy. Construction d'homme, mais une construction d'homme qui est la construction de nous tous à notre intersection du siècle. Qu'est-ce qu'ils avaient, les artistes, les Baudelaire et tout ça? Il y a le poème qu'on met en avant, ou Delacroix, la peinture, Courbet, non, la remontée vers les sources. Et Blanqui, qu'est-ce qui change, lui? Son art, c'est faire basculer le monde. C'est ça le livre de Geffroy. Alors l'enfermé, c'était une sacrée course. On le trouvait chez les bouquinistes, on le payait assez cher. Je crois que c'était autrefois dans les 350 francs. J'en ai acheté plusieurs parce qu'il m'est arrivé de l'offrir. On le trouvait dans un espèce de joli petit coffret toilé, ce qui fait que le livre n'a pas de reliure. En plus, le mien est à moitié complètement démoli du temps de publi.net, justement comme c'était indisponible. Je l'avais scanné page à page, du coup, vous voyez, il est complètement bousillé. Mais bon, ça tombe bien parce que je m'étais arrêté au premier tome. De toute façon, ça avait tellement peu de diffusion, malgré l'ami Hervé Janet qui avait fait un très beau texte pour l'introduire. Mais bon, ça c'était mon enfermé à moi. Ça fait partie des quelques livres que je vénère le plus dans ma bibliothèque. Rééditer ça, ouais, on n'a pas manqué d'essayer de taper aux portes et puis de dire l'intérêt. Vous savez comment on est regardé dans ces histoires-là. Et bien finalement, c'est à ça qu'il aura servi mon premier tome numérisé sur publi.net, qui doit continuer d'ailleurs de le vendre, mais je pense pas qu'ils aient fait le tome 2. Qui c'est celui-là? Lamourier. À Coiraz, au-dessus de Nice, prenez les montagnes, je sais pas, je suis pas allé. C'est un tout petit hameau, et puis ce type-là, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Des accordéons diatoniques. Mais n'empêche que Lamourier, c'est une des plus belles maisons comme ça de poésie, de typo artisanal. Eh ben, Lamourier, ils en sont tombés amoureux de l'enfermé de Blanqui. Et voilà comment un livre essentiel de l'histoire de notre langue, un livre essentiel de notre histoire politique, mais un livre essentiel tout simplement de la littérature, parce que Geffroy, c'est pas rien. C'est-à-dire, si on fout Geffroy de côté, c'est à cause de Blanqui. Simplement, aujourd'hui, peut-être que là, encore plus, avec ce qui nous attend dans les semaines à venir, c'est ça dont on a besoin. C'est cette espèce de truc intérieur. Et c'est ça le génie de Geffroy. C'est pas aller raconter la révolte, c'est pas aller raconter les barricades, c'est raconter l'enfermé. C'est raconter l'image intérieure qu'on se fabrique dans l'échec d'avoir réussi à faire que le monde marche vers le mieux. Et le destin de Blanqui, ce qui est caricatural, c'est ça, c'est-à-dire qu'on lui fait payer toute une utopie négative. Encore non, je suis même trop fatigué ce soir, je sais pas les mots qu'il faudrait. On fait payer à Blanqui non pas ce qu'il voulait que le monde devienne, on lui fait payer la tentative d'avoir poussé à ce que le monde enfin se remette sur le chemin de devenir. Donc c'est chez Lamourier. Il n'y a pas deux tomes, il y en a un seul. Rien que ça, c'est gigantesque. Il y a pas loin de 600 pages, et ils ont tenu le prodige de fabriquer ça, de le diffuser pour 26 euros. Je ne sais pas comment dire. À un moment donné, c'est pas que ce serait comme un devoir. Moi, ça fait 3-4 mois que le truc est là, et ma difficulté, c'est toujours ça. Quand je suis tellement habitué à ce truc, à aller chercher soit le tome 1, soit le tome 2 de la vieille édition, et puis basculer sur le nouveau. Mais les potes de Lamourier, je leur en suis reconnaissant, profondément reconnaissant. Deux, quel boulot de typo, regardez ça, c'est-à-dire leur simple tradition, c'est des gens qui font de la poésie. Tout d'un coup, ils se mettent dans un énorme livre en prose et ils le traitent comme tel, avec ce respect de la phrase et de la langue. Voilà, j'arrête là. J'avais juste ça à dire. Il y a plein de bouquins, et plein de bouquins. Allez lire Le Petit Claro,
aller lire cette espèce d'énorme Spinoza en Chine là, de Marc Perrin, qui a de ces espèces d'objets complètement incongrus là, qui nous débarquent comme ça. Mais pour ce qui nous arrive depuis 15 jours et pour les semaines qui se présentent, L'Enfermé, biographie de Blanqui, par Gustave Geffroy, chez Lamourier. C'est tout.